Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau Accès Direct, 30 minutes d'actualité, d'informations, de découvertes en Savoie-Mont-Blanc, en direct notamment sur notre page Facebook. Vous pouvez nous poser vos questions ou vos commentaires avec le hashtag Accès Direct. Un programme éclectique ce soir. Nous parlerons de politique suisse avec Valentin Emery et Jérémy Sédou de l'Aimant Bleu. Guillaume Desmurs viendra nous présenter le dernier numéro de MK Sport. Et en fin d'émission, une petite séance de sport avec Pauline de Form Rider. Mais avant tout cela, on débute par les titres du journal que tu présenteras tout à l'heure, Fanette, de retour de Paris. Bonjour. C'était bien? C'était super. Alors ce soir dans le journal, on va parler notamment de la Maurienne, une terre sismique. Une terre sismique, il y a eu, rends-toi compte, plus de 10 000 tremblements de terre depuis l'été dernier. Alors là, c'est pour montrer, hein, mais voilà. Mais donc, même s'il y a de nombreuses secousses qui ne sont pas ressenties, ou en tout cas très légèrement, ça inquiète quand même la population. Donc il y avait une conférence qui était organisée par un institut des risques majeurs qui est basé à Grenoble. Donc c'est l'occasion de faire le point sur ce phénomène et puis voir comment aussi prévenir un éventuel risque un peu plus fort. Et puis on est jeudi, 3e épisode de la série de la semaine d'Olivia Boisson, consacrée à la TMB. Tout à fait, la TMB, l'autoroute et tunnel du Mont Blanc. Donc après les coulisses du tunnel et le portrait d'un patrouilleur, ce soir on va aller à Bonneville où se trouve le PC Sécurité. Il y a plus de 200 caméras qui sont installées tout au long du trafic pour prévenir des éventuels accidents, etc. Donc on rentrera dans les coulisses du PC Sécurité. Merci Fanette, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour la revue de presse. Quant à nous, on passe à nos invités du jour. Messieurs, prenez place. Valentin Emery, Jérémy Sédou. Donc vous travaillez tous les deux à l'Aimant Bleu. On va parler des élections. Quand on a le Genevois, j'imagine qu'à un petit peu plus de 2 semaines des scrutins, vous êtes en pleine effervescence là? Bah oui, et puis l'effervescence a eu lieu avant-hier, avec notre grand débat, 600 personnes réunies dans un théâtre du centre-ville, 30 candidats sur scène qui ont croisé le fer autour des grands thèmes de la campagne. Ça a été un grand moment de la campagne, ça a été le seul moment d'ailleurs avec tous les candidats. Voilà, et puis la campagne va un peu se reposer, on va dire, ce week-end, la trêve pascale. Puis ça va reprendre gentiment, il y a les vacances scolaires à Genève, et puis la dernière semaine, d'ici, c'est quoi, le 9 avril, là ça va être Les candidats vont tout donner. Voilà. Alors, on le sait, ou on le sait peut-être moins, le système politique suisse est un petit peu différent que celui ici en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement en quoi vont constituer les scrutins du 15 avril prochain? Notre politologue. Je ne sais pas si je suis le politologue. Déjà, la Suisse est un État fédéral, donc un petit peu comme les États-Unis. Il y a les élections au niveau national, ça c'est déjà fait. Et là, c'est les élections au niveau des États, ce qu'on appelle les cantons en Suisse. Donc là, c'est pour tout le canton de Genève. Donc le canton de Genève, c'est environ 500 000 habitants. Et là, on va élire et le gouvernement et le Parlement du canton de Genève. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cantons ont vraiment du pouvoir. Comme aux États-Unis, les États, le système éducatif, il se fait au niveau des cantons. Le système de santé, il y a beaucoup de choses qui se règlent au niveau cantonal. Enfin bref, toutes les prérogatives. La police, elle est cantonale, elle n'est pas fédérale. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, voilà. disons, et les élections cantonales ont un vrai poids, disons, sur l'organisation politique, sur la structure aussi du pays. Et puis c'est vrai que les majorités gauche-droite, les basculements à gauche à droite ont une vraie influence au niveau du canton sur les politiques qui sont menées, en tout cas auprès de la population. Alors il faut bien faire donc le distinguo entre Grand Conseil, donc le Parlement, et le Conseil d'État, qui est donc le gouvernement. Oui, alors le gouvernement, c'est 7 ministres, si vous voulez, qui sont élus pour gouverner ensemble. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en Suisse, on n'a pas cette alternance comme en France, où les 7 ministres sont du même parti. En Suisse, ils sont à l'élection majoritaire, donc en fait, il peut y avoir des socialistes, il peut y avoir des divers droites, il peut y avoir même des... On n'a pas le Front National, mais il peut y avoir aussi la droite dure, comme on l'appelle. Et puis le Parlement également, c'est 100 députés, on les appelle les députés, c'est 100 parlementaires qui légifèrent, qui font les lois. Et là aussi, les sièges du Parlement sont répartis en fonction de la force politique de chaque parti. Il n'y a pas de scrutin, disons, majoritaire dans chaque commune où les députés des grands partis seraient tous élus et on aurait un Parlement monocolore. Alors quels sont les principaux enjeux de ces élections pour le canton de Genève? Je dirais les enjeux, ils sont au niveau du logement. On a une crise du logement à Genève qui est assez importante, hein, des loyers qui sont les plus chers de Suisse. Et surtout quand on regarde les loyers en France voisine, ou ici à Annecy, ça fait presque rêver. Hein, parce que, et pourtant, ils sont chers pour la France. Mais vraiment, c'est des loyers à plus de 1 000, 2 000 euros pour des petits appartements. Donc le logement, c'est vraiment une thématique qui est concernante pour les gens. Autre chose qui est très chère en Suisse, c'est ce qu'on appelle les primes maladie, c'est-à-dire l'assurance pour la santé. En France, vous avez la Sécu. Qui, elle, se fait repayer par l'État. En Suisse, on doit tout payer, une assurance. Et à Genève, on a les primes les plus élevées de Suisse. Là, encore une fois, dans chaque
canton, c'est différent. À Genève, c'est près de 500 € par mois, plus de 500 € par mois. Donc voilà, et pour les gens, c'est beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un des thèmes de la campagne. Et puis aussi toute la question des impôts. À Genève, on a aussi la fiscalité parmi les plus élevées de Suisse. Et donc beaucoup de gens aimeraient diminuer ces impôts, du moins c'est une thématique de la campagne assez importante. Est-ce que le fameux Grand Genève sera au cœur des débats éventuellement? Alors étonnamment, il n'est pas au cœur des débats, c'est pas forcément un thème qui est porteur au niveau des débats, mais en fait finalement, on y est tous un peu contraints parce que tous les problèmes, on parlait du logement avec Valentin tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a près de 600 000 personnes qui travaillent à Genève, mais qui n'y habitent pas. Et on pense que parmi ces 600 000 personnes, il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à habiter à Genève. Et ça, c'est une thématique du Grand Genève, parce que ces gens habitent soit dans le canton de Vaud, qui est un canton voisin de Genève, soit en France voisine. Et puis la mobilité aussi, les passages de frontières sont très importants. Et là, l'enjeu aussi pour le trafic, c'est de créer peut-être plus de mobilité douce entre Genève et la France voisine. Et on voit que les Français sont un peu mauvais élèves, disons, en termes d'utilisation des transports publics. Ils prennent beaucoup la voiture. Et on voyait aussi les affiches juste avant de campagne. Et c'est assez révélateur. Il y a 4 ans et demi, quand il y a eu les dernières élections, il y avait beaucoup cette thématique des frontaliers, notamment le mouvement citoyen genevois, qui a fait toute sa thématique de campagne contre les frontaliers. Là, ça allait beaucoup moins à l'affiche du mouvement citoyen genevois. On voit à peine le mot frontalier. Et les seuls, en fait, qui utilisent le Grand Genève, c'est l'Union démocratique du Centre. Donc, c'est ceux qui sont comme le Front National, c'est l'extrême droite. Et c'est écrit le Grand Genève. Disons la droite dure. La droite dure. Et le Grand Genève, le grand est barré, c'est marqué le bon Genève. 623 candidats pour 13 listes pour les élections du Grand Conseil. Seulement 100 élus. Est-ce que c'est pas beaucoup? Oh oui, puis en plus, il y a 4 ans, il y en avait 476, 476. Aujourd'hui, il y en a 621, 623, je ne sais plus. Oui, c'est beaucoup, mais bon, ça montre aussi l'intérêt pour ces postes-là. Après, il faut savoir que les partis, si vous voulez, il y en a beaucoup qui se présentent pour mettre des idées sur la table. On a une liste, par exemple, composée uniquement de femmes qui veut mettre sur la table des thématiques liées à l'égalité homme-femme. C'est un peu des candidatures de combat, ce n'est pas forcément des candidatures qui vont aboutir à une élection. Est-ce que ce sont des élections qui passionnent les Genevois? Oui et non. Oui. Oui et non, dans le sens où... On a fait une bonne audience pendant le débat. Voilà, on a une bonne audience dans le débat, mais si on regarde, il y a 500 000 habitants à Genève. Beaucoup sont étrangers, plus de 40% de la population est étrangère parce que l'accès à la nationalité est dur et certains n'en veulent pas, même après 20 ans en Suisse. Donc on a déjà beaucoup de gens qui ne votent pas parce que les étrangers ne votent pas. Et parmi tous ceux qui votent, le corps électoral genevois, c'est 200 000 sur 500 000. Et parmi ces 200 000, il y en a environ 100 000 qui vont voter. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas. Mais quand même, parmi ces 100 000 qui s'intéressent, là, c'est des gens qui vraiment concrètement s'intéressent beaucoup. On l'a vu avec le débat, on a mobilisé une foule assez importante, que ce soit devant la télévision, sur Facebook ou dans la salle. Donc, je dirais, il y a vraiment cette disparité entre deux Genève, celle qui s'y intéresse énormément, puis celle qui... Puis Genève, c'est quand même, il faut quand même rappeler, il y a cette proximité avec la France. C'est vrai qu'on est beaucoup tourné vers vous, on regarde aussi beaucoup les programmes français. En France, la politique, c'est quelque chose qui parle au cœur, quelque chose qui passionne. Et à Genève, on a un petit peu ça. Les candidats, vous avez vu peut-être le débat, en tout cas le journaliste qui était sur place a capté quelques images. C'est vrai qu'on est dans un débat très français, avec des punchlines, avec des militants qui viennent applaudir. Et ça, c'est une énergie, c'est une ambiance qu'on a absolument nulle part ailleurs en Suisse. C'est que à Genève qu'on a ça. Justement, ce débat, on va en parler. On va tout de suite regarder quelques réactions recueillies par Jean-Paul Crespi. Probablement que la gestion, notamment des flux du logement, a été une des grandes problématiques de ces 25 dernières années. Et puis la question de savoir si elle est plus ou moins bien traitée maintenant, elle n'est pas tellement pertinente. La question c'est qu'est-ce qu'on fera après, quel logement à proximité des habitations ou pas. Et c'est vrai que c'est un vrai enjeu de mobilité parce que en fait, c'est un enjeu plus général de pollution et d'efficacité. On se recentre sur les besoins à court terme des citoyens, mais lorsqu'on est un magistrat responsable, eh bien effectivement, on doit penser plus large. Et la qualité de vie des citoyens genevois passera par une réflexion et du travail au niveau du Grand Genève. Alors, je pense qu'il y a pas mal de sujets, le logement, la mobilité. Je pense que la formation, même si peu de débats en parlent, est extrêmement importante parce qu'on a des très très gros enjeux de formation. Il y a des enjeux de type financier, comment arriver avec les baisses fiscales annoncées au niveau des entreprises à financer des prestations publiques de qualité. Ça, c'est peut-être l'enjeu majeur de la prochaine législature. Jérémy, vous avez animé ce débat. Qu'est-ce qui ressort de ces joutes verbales ? Je ne dirais pas grand-chose. Non, mais ce qui ressort, c'est surtout des phrases fortes. C'était surtout cette énergie de la salle.
En tant qu'observateur, j'ai vu assez peu de solutions dans ce débat. Les candidats, toujours, arrivent avec des constats. Mais ça, c'est un peu le jeu des débats. C'est le jeu de la politique. C'est le jeu de la politique. Ils arrivent avec des constats, ils critiquent le bilan de ceux qui étaient au pouvoir. Et puis ceux qui arrivent maintenant, qui aimeraient prendre leur place, ils disent à quel point le bilan est catastrophique. Ce qui ressort de ce débat, j'ai l'impression, voilà, c'est un combat, un combat de coq, quoi. C'était une belle soirée avec beaucoup d'énergie et beaucoup de débats assez musclés. Puis ce qu'on voit aussi, c'est vraiment la différence entre les candidats. On le voyait même dans l'image. Il y a ceux qui sont en costard-cravate, qui ont cette... je ne sais pas comment dire, un peu le cliché du politicien qui, eux, font une carrière politique. On en a vu certains qui veulent être au gouvernement, qui font une carrière politique depuis de nombreuses années. Et ceux qui ont cette candidature de combat qu'on disait avant, il y en a notamment un qui était là, qui est viticulteur, et puis qui est là pour dire qu'il en a marre de cette croissance. Donc on a vraiment ces deux types de candidats. Donc ça donne des fois des choses assez drôles, avec des moments entre ceux qui sont très contrôlés et puis ceux qui vont dire des fois un petit peu n'importe quoi. Un petit peu n'importe quoi, effectivement. Dernière chose, messieurs, on rappelle les dates. Donc le 15 avril. 15 avril, premier tour, avec l'élection du Parlement, les 100 députés, et le premier tour du gouvernement. C'est-à-dire que là, il y a 31 candidats. Le peuple va choisir, va écrémer un petit peu. Le peuple va dire, voilà, tel et tel est premier. Et ensuite, il y a un deuxième tour. Ceux qui restent, ceux qui veulent briguer un poste de ministre, eh ben, il y aura peut-être une douzaine de candidats qui va rester pour le 6 mai. Ça sera le deuxième tour et on aura le gouvernement qui sera élu le 6 mai. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. On prendra bien évidemment des nouvelles de ces élections. Et puis bon courage pour les prochaines semaines. Merci beaucoup. beaucoup. Être agités, animés. Merci. Merci bien. Allez, Fanette me rejoint sur ce plateau. On va parler de notre petite sélection quotidienne d'articles. On va parler de la Suisse en plus. On va parler de la Suisse. On commence justement avec des Suisses. Non, on commence pas avec les Suisses, on commence avec... Le Lyon de Ah Turin. oui, le Lyon de Turin, qui fait encore parler de lui. Qui fait encore parler de lui, Je pense que de toute façon, il fera parler de lui jusqu'à la fin. Peut-être qu'on sera même plus là. C'est possible. Qu'on parlera encore du Lyon de Turin. Donc, son entrée en service, si tout va bien, est annoncée pour 2019, mais les voies d'accès entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne sont, elles, bien loin d'être commencées. Un rapport rendu début février à la ministre des Transports préconise même de ne rien faire d'ici 2038. Une situation donc qui inquiète les porteurs de projets, notamment la Transalpine, qui est le pour du Lyon-Turin. Et donc, ils ont retweeté cette intervention du sénateur Guillaume Gontard, qui en plus, à la base, plutôt opposé au projet. Et donc, il a soulevé devant le Sénat l'incohérence de construire 15 ans après le tunnel de base, les voies d'accès pour y accéder. Voilà. Et la Transalpine fait une conférence de presse vendredi matin, donc je pense qu'on aura l'occasion une nouvelle fois d'en reparler. Des déchetteries sauvages en France causées par nos voisins suisses, justement. Voilà, alors c'est pas du côté de Genève parce que le canton de Genève n'a pas la taxe sur les ordures ménagères. Donc c'est plutôt du côté de la Franche-Comté que ça se passe. Donc les cantons de Vaud et de Neuchâtel notamment. C'est en fait les Suisses payent pour chaque sac déposé. C'est entre 1 franc et 6 francs selon la capacité du sac. Donc certains Suisses mal intentionnés n'ont pas très envie de payer pour les déchets. Et donc, du coup, ils vont poser leur sac côté français. En 2017, 10 tonnes de déchets suisses ont donc été interceptés côté français. Sympa. Et 140 citoyens ont été interpellés. Ils risquent une amende de 150 €. Et ça, c'est à lire sur le Figaro. Et puis toi, on va parler d'une solidarité un peu étonnante. Oui, ça se passe du côté de la Bridoire en Savoie, puisque un des 1238 habitants de ce petit village a récemment proposé de faire un don de 15 000 € au conseil municipal. Une coquette somme destinée à la sécurisation d'un carrefour dangereux sur la commune. Gilbert Chiavon, c'est le nom de ce généreux donateur, estime que la sécurité n'est pas suffisante sur cette artère très passante. Il propose donc la mise en place de feux tricolores à cet endroit très précis. Malheureusement pour lui, Yves Berthier, le maire de la commune, a d'ores et déjà expliqué qu'il ne pourrait pas accepter ce don. Il a dit « Je préfère que ça soit sa famille qui en profite de ces 15 000 €. » Mais il reconnaît parfaitement le caractère dangereux de ce croisement. En attendant de trouver une solution, il va y avoir une petite solution provisoire, notamment une haie qui cache un petit peu la visibilité, qui devrait être coupée. Et puis une commune savoyarde qui recherche des écoliers. Oui, une petite annonce postée sur le compte officiel de la commune d'Avrieux, près de Modane, qui illustre bien la problématique des fermetures d'écoles, puisque Avrieux a besoin de 4 élèves pour sauver une classe de la fermeture. Voici le libellé de l'annonce. Si vous êtes parent d'enfants âgés de 3 à 11 ans et recherchez une école récente à taille humaine avec cantine, accueil périscolaire et service de garde d'enfants à proximité, l'école d'Avrieux-Villarodin-Bourget est prête à accueillir votre bambin. Il faut savoir que cette technique avait déjà été utilisée l'été dernier.
du côté de Bessan. Ça avait marché. Ça avait marché. Et donc Jean-Marc Butard, le maire d'Avrieux, s'est dit pourquoi pas moi. Il a donc décidé de lancer cet appel pour les parents intéressés. Rendez-vous sur la page Facebook d'Avrieux ou directement en mairie. Merci beaucoup Fanette. Merci, à tout à On l'heure. passe à notre rubrique revue de presse cette fois-ci. Et pour parler de MK Sport, je reçois le rédacteur en chef, Guillaume Desmurs. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve après quelques semaines après avoir présenté le premier numéro. Le deuxième numéro est sorti. Ça va vite, 3 mois déjà. 3 mois déjà, le printemps est arrivé. MK Sport avait envie de prendre l'air. Alors, on sort un numéro tous les 3 mois pour correspondre aux différentes saisons. Exactement. Donc là, le numéro printanier, alors on a mis des framboises en couverture. Et puis, MK Sport, c'est avant tout un agenda des événements sportifs. Tous les événements sportifs, sport de fond, sport mécanique, sport collectif, trail running, etc. Donc on peut retrouver tous ces événements pour préparer ces week-ends dans MK Sport, sur les deux Savoies et sur Genève. Et puis, il y a des rencontres, il y a des articles, des rencontres, des interviews, et puis quelques conseils pour se mettre aussi, découvrir des sports et se mettre par exemple au triathlon. On est dans une région de sport d'hiver, mais j'imagine que quand les beaux jours arrivent avec les disciplines outdoor, ça compte énormément. Mais c'est évidemment que c'est une région de sport d'hiver, mais c'est avant tout une région multisport. C'est une région, on en avait parlé la dernière fois, avec un lac, avec des montagnes toutes proches. Et le trail c'est une activité assez énorme ici, les sports d'eau aussi. Donc on peut retrouver tout ça dans l'agenda sportif. Alors j'ai noté plusieurs interviews assez sympathiques, notamment avec 4 champions qui ont parfaitement marqué leur discipline. Aurélien Ducrozes, Caroline Chavreau, Cédric Jacot et Stéphane Toureau. Exact. Alors, on essaie de rencontrer des champions qui ont la capacité de raconter leur sport et de faire aimer leur sport. Parce qu'on parle, comme on est multisport, on n'est pas spécialisé dans un sport. Donc, on essaye d'ouvrir un peu nos chakras sportifs. Aurélien Ducrozes, c'est un très bon exemple. Il est double champion du monde de freeride, donc c'est un des meilleurs de sa discipline. Donc, le freeride, c'est du ski pentraide, conditions extrêmes, c'est des très très bons skieurs, des très très bons montagnards, et lui depuis quelques années se met à la voile. Donc comment est-ce que ce spécialiste de la montagne, ce chamoniard, se met à la voile? On le voit à l'écran. Comment est-ce qu'il se met à la voile et il commence à faire des transats, des régates? Il a déjà traversé l'Atlantique et puis il vise des gros défis. Donc voilà, nous faire raconter ça. Alors ce que j'aime bien, ce qu'on découvre dans cette interview, c'est la solitude. Pour lui, en montagne, il n'est jamais seul. Et là, il se retrouve seul forcément sur la mer. Et sur la mer, là, il a connu la vraie solitude et il nous la raconte. Une autre interview très intéressante qu'on peut voir, qu'on peut consulter dans ce magazine. Jim Zbinden, une véritable encyclopédie du skate. Alors Jim, c'est une figure du skateboard. C'est une figure de la sous-culture aussi, qui est à Genève. Et c'est un gars assez étonnant. Alors ça fait partie des bonheurs de mon métier de journaliste d'avoir l'opportunité, la chance de pouvoir rencontrer ces gens-là. Ça fait un moment que je suis ce qu'il fait pour le skate. Il a créé un musée du skate qui aujourd'hui n'a plus de locaux, mais qui est de façon virtuelle. On peut le trouver sur le web, notamment sur son Instagram. Et ce gars-là est incroyable. C'est-à-dire qu'il est à la fois passionné de skate, passionné de sous-culture, il est très pointu sur plein de sujets, il adore parler politique, il a un regard très sarcastique, très critique, et c'était une belle rencontre. Alors pour la petite histoire, il a souhaité qu'on fasse l'interview dans une voiture de NASCAR au cœur du salon de l'automobile. Ah, ça plante le décor. Exactement. Vous l'avez dit, MK Sport, c'est aussi un agenda. Une petite liste là, non exhaustive des grands événements qui vont se dérouler dans les prochains mois. C'est sympa de me poser une question à laquelle je ne suis pas préparé. Non, il y a évidemment... Alors moi, j'ai surtout en tête les sports qui sont les plus proches de moi, c'est-à-dire le trail. On a la Maxi Race fin mai. Forcément. Qui est un petit peu le point de départ. Ça sonne le point de départ de la saison de trail. Donc on va retrouver Caroline Chavreau, par exemple, qui est interviewée ici, qui est une coureuse qui a eu une saison absolument incroyable où elle a gagné tous les ultra-trails du monde entier. L'année dernière, petite baisse de forme, quelques problèmes, elle a dû abandonner, et là elle revient avec la hargne. Donc on l'attend sur la Maxi Race, elle va aussi faire une course juste avant, mais en tout cas la Maxi Race, voilà, ça fait partie des événements à suivre. La Crankworx pour le VTT VTT du aussi. côté léger.
Voilà, ce sont des événements assez marquants dans la discipline. Dernière chose, là aussi j'ai un article vraiment très sympa que j'ai pu en discuter avec Camille. Le sentiment de flow, pourquoi fait-on vraiment du sport? Alors ça, c'est une approche... Question. Vaste question à laquelle je ne tenterai pas de répondre, Sébastien, si tu veux bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche très graphique. On a travaillé là-dessus avec un site qui s'appelle Merci Alfred, qui est basé à Paris. Et en fait, il nous raconte l'histoire du sport. Pourquoi on fait du sport? Alors depuis la Grèce ancienne, avec des chiffres, des exemples. C'est une façon assez originale de se cultiver sur le sport, parce qu'on trouve aussi ça, on trouve de quoi se cultiver et de quoi pratiquer le sport dans MK Sport. Merci beaucoup. Merci Sébastien. On se retrouve pour le prochain numéro qui devrait sortir donc du coup 15 juin, et on sera prêt pour l'été. Avec là aussi plein de choses à présenter. On vous prépare quelques belles rencontres déjà, et puis de quoi préparer vos vacances actives, sportives. Merci beaucoup Guillaume. On va continuer d'ailleurs avec le sport, avec ma prochaine invitée, puisqu'on va passer à la rubrique Fête du sport. On va faire ça en virgule, c'est pas grave. Ah pardon. Non, c'est bon. Pauline, vous pouvez... Pauline Sherman de Form Rider. Alors, on va faire un petit peu de sport. Oui, du coup, on va déménager un petit peu. Alors, on rappelle, je suis un petit peu souffrant, donc on va faire une séance assez cool. Exactement, sur le haut du corps. Et on va enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler les épaules, donc avec un élastique, un tube. Donc les épaules, c'est assez vague. Elles sont en 3 parties. Donc, c'est le deltoïde, on a antérieur, moyen et postérieur. Donc, avec l'élastique, tu vas pouvoir le passer sous tes pieds. Sous mes pieds, tout simplement. Sous tes 2 pieds. Comme ceci. Parfait. Donc, les pieds juste sous les hanches, voilà, les pieds bien parallèles. Ok, tu vas passer tes mains, voilà, juste sur tes cuisses, en abaissant bien les épaules. On enroule et on resserre ses omoplates vers l'arrière et vers le bas. Parfait. Donc, redresse-toi bien, serre tes abdos. Et là, tu vas venir donc monter pour les biceps. Un premier exercice d'abord pour le devant. Donc biceps, on monte et on redescend jusqu'aux cuisses. Ok, ferme bien les mains sur les poignets. Parfait. Donc ça, c'est pas les épaules, c'est l'avant du bras que tu dois sentir normalement. Ok. Pour que ça soit efficace, il faut combien de répétitions à peu près? Alors 15 à 20 répétitions, c'est bien. Si tu veux, tu peux aussi faire en unilatéral pour travailler les forces vraiment de chaque bras. Donc tu cales une poignée vers le bas et on alterne. Voilà, sur chaque bras. Donc ça, c'est un exercice de biceps. Retour sur les épaules. Donc en épaule, tu vas replacer tes mains, les doigts sur les cuisses. Et là, tu vas venir serrer les abdos, rabaisser tes épaules et tendre les 2 bras devant. Hauteur d'épaule, jamais plus haut, pour pas tirer sur les trapèzes et sur les cervicales. Parfait. Donc là, tu vas inspirer pour ouvrir la poitrine et souffler à la descente. Même donc chose. Pareil, là, une quinzaine de répétitions. Exactement, 15 à 20. On récupère 30 à 40 secondes et on y retourne. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Si c'est trop difficile avec l'élastique sous les 2 pieds, tu peux enlever un élastique et le garder sous un seul pied. Voilà, léger sur le pied à l'arrière, solide devant. Et même chose, bras tendu devant. Tu as moins de résistance du coup sur l'élastique. Parfait. En unilatéral, si besoin aussi. Un bras. Parfait. Ok, tu vas remettre les 2 pieds sous l'élastique. Donc ça, c'est pour le deltoïde antérieur. Donc vraiment celui qui se situe devant. Pour le deltoïde moyen, dessus de l'épaule, on va venir ouvrir les coudes. Voilà, donc les mains bien hauteur des coudes, exactement. Et uniquement tes coudes qui montent hauteur d'épaule. Et on revient vers le bas, comme si tu dessinais un arc de cercle. Voilà, super. Toujours en relâchant bien les trapèzes. Et on inspire et on souffle. Nickel. Donc là, c'est vraiment tout le dessus de ton épaule qui travaille. Encore 4 bonnes minutes. Exactement. Ensuite, donc si besoin, tu relâches un pied, pareil. toujours pour la difficulté. Et on va travailler maintenant l'arrière d'épaule. Donc l'arrière d'épaule, tu peux replacer les 2 pieds. On va fléchir un petit peu les genoux et s'incliner juste devant à partir des hanches. Donc le dos vraiment le plus plat possible, il faut que tu serres tes omoplates. Et tu vas faire la même chose que les élévations latérales et en serrant un peu plus vers l'arrière. Voilà, et tu reviens dans l'axe. Donc là, c'est vraiment, on est proche du travail du dos aussi. Et tu travailles l'arrière de ton épaule. Parfait. Toujours hauteur d'épaule. Essaye de lever un peu plus tes coudes. Et parfait. Voilà. Les 3 faisceaux ont travaillé sur l'épaule. On a eu un exercice d'avant du bras aussi. On peut faire un dernier exercice avec le tube sur les triceps. Arrière du bras. Donc arrière du bras. Donc tu enlèves l'élastique des pieds.
On va récupérer l'élastique derrière soi, donc toujours tes pieds sous les hanches, ta position de base. Et voilà. Donc tu vas me mettre une main. Donc là, on va laisser pendre l'élastique derrière. Une main juste au lombaire. Voilà, attrape-le vraiment fermement. Voilà. Et l'autre main, on va monter le coude près de l'oreille. Et tu vas lever la poignée vers le haut et redescendre. Voilà. Alors essaye de rester bien droit. Voilà. Et de serrer ton coude au maximum près de l'oreille. Voilà, de monter juste vers le plafond. Reste un petit peu. Voilà, super. Ok, donc ça c'est vraiment l'arrière du bras, on essaie de viser le plafond. Et on peut ajuster la résistance de l'élastique, du coup en le serrant plus ou moins avec la main qui est dans le dos. Très bien, et du coup là on est triceps par triceps. Donc ça c'est vraiment l'arrière du bras qui travaille sur cet exercice. Voilà. On a encore le temps pour un dernier exercice. On a encore le temps pour un dernier exercice. Alors je te laisse le repasser sous tes pieds. Et un dernier exercice avec le tube, du coup on reprend position de départ. Donc, tu vas monter les mains et tu vas essayer de passer tes coudes. Alors, remets-le bien, vraiment, pour qu'il n'y ait pas trop de résistance, qu'on va avoir besoin d'une grande amplitude. Et de cette position, donc tu vas monter les coudes et là, tu vas essayer de les rentrer à l'intérieur. Tes coudes à l'intérieur de l'élastique, ouais. Et de les ouvrir. Les deux côtés ? Sur les côtés, exactement. Alors, ouais, t'as bien pris les poignets. Ouais, super. Et on ouvre les bras, donc les coudes hauteur d'épaule. Voilà. Et lève bien tes coudes. Ah, voilà. Donc, ouvre les mains aussi, hein, vraiment. Donc là, on est un peu plus, donc on est toujours sur l'arrière d'épaule, le dessus d'épaule qui stabilise, et tu dois sentir aussi entre tes omoplates. L'avantage de cet exercice, c'est qu'on peut faire ça chez soi sans grand matériel. Voilà. Alors après, si on n'a pas de tube comme ça, on peut prendre un élastique simple, en cercle, si on a une bonne amplitude, mais fermé. Pas de problème, c'est la même chose. Super. On rappelle des journées portes ouvertes. Oui, journée porte ouverte à Formrider Annecy jusqu'à demain. Voilà, donc si les gens veulent profiter des portes ouvertes pour visiter simplement la salle ou pour venir faire des séances d'essai. Voilà, donc Formrider Annecy, et ils peuvent visiter aussi le site internet et le Facebook. Merci beaucoup. Voilà. Pauline, merci pour cette petite séance. J'espère que ça donnera des idées à nos téléspectateurs. J'espère aussi, c'est l'idée. Super. Merci beaucoup. Merci. On arrive pour la fin de cette émission, on va la faire comme ça, allez, en impro. Les titres du JT. Je peux continuer, ouais. Là, moi, je m'assois. Tout va bien, assis-toi, allez, je vais m'asseoir. Les titres du journal, on va parler notamment de la Maurienne, une zone sismique. Voilà, 10 000 séismes depuis l'été dernier, donc c'est assez colossal pour une seule vallée. Et donc il y avait une conférence qui était organisée par l'Institut des risques majeurs pour faire un peu le point et aussi rassurer la population, parce que c'est une situation normale dans les Alpes. Donc on va faire le point là-dessus, et puis également un petit volet prévention pour savoir comment agir si ça devenait plus compliqué. Et puis un troisième épisode pour la série de la semaine d'Olivia Boisson. Voilà, série de la semaine consacrée aux autoroutes et tunnels du Mont-Blanc. Donc après le patrouilleur, après le tunnel du Mont-Blanc, on s'intéressera au PC Sécurité qui est basé à Bonneville, plus de 200 caméras sur l'ensemble du réseau. Donc il y a de quoi surveiller. Merci beaucoup Fenêtre. On se retrouve dans quelques instants, juste après cette émission. C'est fini pour ce soir. Je vous donne donc rendez-vous vendredi pour la dernière de la semaine. Je recevrai notamment Mirabel Tovex, qui a participé aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Merci à toute l'équipe en régie, merci à vous pour votre fidélité. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À demain.